Donc, je ne suis pas Philippe Sier, je ne vais pas vous parler des forêts tropicales. C'est mon directeur de thèse. Donc, j'ai fini ma thèse il y a quelques mois. Maintenant, je suis en post-doctorat dans le même labo, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et donc, je vais vous parler de mes travaux que j'ai faits pendant ma thèse et d'autres travaux reliés, et essentiellement de comment on utilise les satellites pour suivre l'état des forêts, et en particulier du carbone dans les forêts. Alors, en gros, l'idée, c'est comment est-ce qu'on passe d'une image comme ça, qui vient d'un satellite, à une carte comme ça, qui montre où est stockée la biomasse. Donc là, on voit par exemple qu'il y a une forêt avec un peu plus de biomasse ici qu'ailleurs. Donc là, le fait que ce soit plus jaune représente un endroit où il y a plus de biomasse. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on va obtenir quelque chose comme ça avec des satellites. Et comme c'est écrit ici, de l'intelligence artificielle, je ne vais pas développer trop ce sujet, c'est juste des nouvelles méthodes d'analyse de données. Alors, l'introduction, un petit peu pour rappeler pourquoi c'est important de s'intéresser aux forêts en France, un peu avec un titre choc. Le puits de carbone des forêts en France a été divisé par 2 en moins de 10 ans, donc on a eu beaucoup de présentations ce matin et j'imagine dans les jours précédents en lien avec ça. Je vais juste mettre ce petit graphique qui montre, en fait, si on regarde la ligne noire ici, elle indique en gros le potentiel de séquestration carbone des forêts et autres usages des sols en France. Et en fait, on voit qu'en 2010, on était à 40 mégatonnes de CO2 équivalent pour la France. Et puis en 2020, on n'est plus qu'à moins 20 tonnes. Et en fait, c'est essentiellement lié à la mortalité, l'exploitation des forêts, à plusieurs drivers comme ça. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut suivre l'état des forêts pour adapter nos méthodes de gestion. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser aux satellites. Alors avant de parler des satellites, je voudrais parler de l'inventaire forestier. On en a déjà parlé tout à l'heure à plusieurs reprises dans différentes présentations. Le principe, c'est d'aller mesurer un grand nombre de paramètres à l'échelle d'une placette de forêt, donc une trentaine de mètres de diamètre, sur lequel on va mesurer tous les arbres. On va mesurer la taille le diamètre des arbres, leur hauteur, différents paramètres écologiques aussi. Puis il y a des remesures tous les 5 ans sur les placettes de l'inventaire forestier national. Et donc chaque année, il y a 10 000 placettes comme ça réparties partout en France qui sont mesurées, qui nous donnent des informations intéressantes. Donc là, par exemple, c'est des cartes qu'on peut faire à partir de ces placettes d'inventaire, où on voit la mortalité quand on revisite 5 ans après combien d'arbres sont morts. Puis là, c'est par région, donc on voit qu'en fait, alors là, il y a des années ici, et puis on voit que en fait, les années les plus récentes, en gros, c'est plus rouge, donc il y a plus de mortalité. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut avoir avec les données d'inventaire. On peut avoir plein d'autres informations. Mais le problème des inventaires, c'est qu'il y a quand même, en termes de revisite temporelle, c'est assez faible. On ne peut pas aller revoir tous les 2-3 jours le même endroit, la même forêt. Donc s'il y a un incendie, s'il se passe quelque chose, on ne peut pas avoir une information tout de suite. La couverture du territoire n'est pas continue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir chaque placette forestière. On a plutôt des agrégations à l'échelle régionale. Et c'est quand même coûteux de déplacer des gens à chaque fois. Donc c'est très important de le faire parce que c'est des données qu'on ne pourra jamais avoir avec d'autres mesures, avec des satellites. Mais l'idée d'utiliser les observations qui viennent de l'espace avec des satellites qui prennent en permanence des mesures, ça apporte quelque chose de très complémentaire à ce type d'approche. Donc c'est ça dont je vais vous parler ici. Donc quand on parle de satellite, là je vous ai mis une petite photo, enfin c'est pas du tout une photo, hein, c'est une vue d'artiste du satellite Sentinel-2 qui est de l'Agence spatiale européenne, le programme Copernicus, donc c'est un imageur. Donc, en gros, il faut imaginer que c'est cette espèce de robot là qui prend des photos depuis l'espace. C'est pas des photos parce que ça prend d'autres bandes spectrales aussi, comme l'infrarouge par exemple, mais c'est un peu le principe. Et donc l'image qu'on voit là, c'est une image qui a été prise avec cet imageur Sentinel-2. Mais il y a aussi d'autres types de méthodes d'acquisition, des imageurs micro-ondes qui vont capter d'autres fréquences du spectre électromagnétique, micro-ondes passifs ou actifs, donc comme c'est le principe des radars, il y a une onde qui est envoyée, qui est réfléchie sur la forêt. Et puis il y a des méthodes d'acquisition LIDAR, donc en fait le principe c'est, Florent en a parlé tout à l'heure, c'est d'envoyer un petit faisceau laser qui va se réfléchir sur la forêt et qui va nous donner des informations sur la structure verticale, et je vais vous en montrer un après. Et donc, tous ces types de satellites qui tournent autour de la Terre et qui nous donnent des informations ont des caractéristiques très différentes. Donc, on a surtout différentes résolutions spatiales qui sont intéressantes parce que
plus on se rapproche du présent, plus les satellites qu'on envoie ont une meilleure résolution parce qu'on sait faire des meilleurs capteurs. Mais ce n'est pas uniquement lié à ça, il y a aussi des contraintes techniques où parfois on veut avoir une moins bonne résolution pour capturer plus de choses à la fois, faire des moyennes. Et donc ça, c'est une liste de différents satellites. Donc la MODIS, qui est un satellite qui est là depuis longtemps, qui donne des images à 250 mètres de résolution. Et puis ça va jusqu'à Worldview 4, qui est vraiment le top du top très récent, qui va donner des images à 30 cm de résolution depuis l'espace. Ça paraît totalement dingue, enfin 30 cm de résolution, vous voyez vraiment presque chaque feuille sur un arbre. J'exagère, mais voilà, c'est quand même très impressionnant. Mais par contre, avec ce type de satellite, on ne peut pas avoir une couverture globale du monde entier chaque jour, parce que ce serait beaucoup trop de données, et puis ce serait juste pas possible d'un point de vue technique. Donc pour donner une idée de ce que c'est les résolutions, la même image, j'ai changé la résolution un peu artificiellement, puis on voit que les placettes de forêt, par exemple, je ne sais pas si on regarde celle-là, on voit qu'à partir de 100 mètres de résolution, on ne voit plus grand-chose en fait. Donc c'est quand même important d'avoir, surtout dans des forêts tempérées, dans des forêts comme ça où il y a des placettes comme en France, d'avoir une bonne résolution si on veut avoir une information vraiment à l'échelle d'une parcelle forestière. Alors que par exemple sur les tropiques, c'est des grandes étendues, c'est peut-être moins important d'avoir une résolution aussi fine. Ça c'est une photo que j'ai prise moi-même dans les Ardennes, je faisais une randonnée avec ma sœur. J'aime bien cette photo parce qu'en fait, on voit différentes, ces caractéristiques de la forêt française où on a vraiment, par exemple, là, il y a une parcelle de forêt beaucoup plus basse qu'à côté. Et puis, c'est probablement des feuillus, alors que là, on a des conifères. Puis là, on a une sorte de bande de conifères. Là, on a des attaques de scolytes, probablement ces insectes-là qui attaquent les conifères. Et donc, on voit vraiment cette espèce de morcellement de la forêt. Et donc, c'est aussi pour appuyer le fait que c'est important d'avoir cette haute résolution spatiale quand on regarde avec des données satellites les forêts, surtout, comme je disais, en France et en Europe. Alors, comment est-ce qu'on va avoir ces cartes de biomasse à partir de données satellites? Il n'y a pas de satellite qui mesure directement la biomasse. C'est quelque chose qui... Ouais, le micro ne fonctionne pas. Si ça peut un petit peu avec les choses. Je vais juste vous le changer. Ah oui, il est tombé. Ouais. Hop, je vais vous mettre là. Et voilà, merci. Ok. Enfin, un petit test son avant que je reprenne. Ça marche comme ça ou... Super. Oui, donc je disais, pour obtenir ces cartes de biomasse, comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas de satellite qui mesure la biomasse, c'est assez compliqué. Et donc la première étape, en fait, c'est qu'on va regarder la hauteur des arbres. Alors, évidemment, la hauteur des arbres, ce n'est pas la biomasse des arbres, mais c'est quand même assez simple conceptuellement d'imaginer qu'un arbre qui est plus grand, plus haut, va avoir plus de biomasse. Et en fait, il y a des relations qui relient la hauteur et la biomasse qui sont assez bien documentées, qui ne sont pas parfaites, évidemment, mais qui nous permettent d'avoir une première approximation de la biomasse. Et c'est comme ça qu'on va faire ici. Donc, on va voir ces données satellites. Donc là, j'ai mis deux images, donc Sentinelle-2, toujours satellite optique, et puis une image radar qui est générée à partir de cette réflexion radar d'un autre satellite qui s'appelle Sentinelle-1, qui sont à 10 mètres de résolution. Et on va regarder des données de hauteur. Donc ça, je vais en parler après, comment est-ce qu'on trouve ces données de hauteur. Puis on va les mettre dans un modèle, et c'est ça le fameux le deep learning, donc c'est le truc d'intelligence artificielle, qui en fait permet de combiner différents types de données avec l'ordinateur qui va apprendre en fait à faire des prédictions de hauteur pour avoir ces cartes de hauteur, et puis ensuite on va appliquer les équations allométriques dont je parlais pour avoir des cartes de biomasse. Alors pour ces données de hauteur, comment on va faire? On va utiliser JEDI, qui porte bien son nom, qui est un petit module qui est installé sur la Station spatiale internationale. Donc ça, c'est la Station spatiale internationale, donc, avec Thomas Pesquet et tous les astronautes qui viennent de partout. Dessus, on a branché, c'est la NASA qui a mis ce petit module qui s'appelle JEDI, qui envoie des faisceaux laser, comme ça, un peu partout sur Terre. Donc ça a fait des petites taches comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas visible à l'œil nu. Et en fait, quand le faisceau infrarouge arrive sur la forêt, donc là, voilà, faut imaginer qu'il y a le satellite qui envoie, il y a le JEDI qui envoie là ce faisceau sur la forêt. Il va se réfléchir sur les branches, sur les feuilles, sur le tronc, sur le sol, sur toutes les composantes de la forêt, et ça va nous donner une forme d'onde qui donne des informations sur la structure verticale de la forêt. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien, il y a un gros pic qui correspond en fait au retour du plus gros arbre, et puis là, il y a un pic qui correspond au retour du sol, et puis là, il y a un petit pic qui correspond probablement à cet arbre-là, et puis un petit peu de cet arbre-là.
Et donc de ça, on peut extraire plein d'informations intéressantes, notamment tout simplement la hauteur de la forêt. Donc si on regarde sur cette forêt, donc là c'est la forêt de Crécy dans la Somme, je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est dans la Somme, ici. Et si on regarde les mesures JEDI sur cette forêt, ça donne ça. Donc c'est plein de petits points. Donc là on voit, tout ça c'est des petits points. Et puis quand ils sont plus colorés, plus jaunes, ça veut dire que les forêts sont plus hautes. Et donc l'idée de coupler ça avec les données que j'ai montrées tout à l'heure, la Sentinelle-1 et Sentinelle-2, qui sont là, c'est de dire en gros, on va apprendre au modèle à boucher les trous et à faire quelque chose de continu, avoir une belle carte continue de hauteur des arbres. Le modèle de Deep Learning, c'est un modèle qui s'appelle le UNet, c'est un modèle qui est beaucoup utilisé, qui a été créé en 2015 pour la segmentation d'images médicales, qui s'applique très bien en fait à tout ce qui est gros jeux de données. On a plein d'images, plein de petites mesures JEDI comme ça. Ça marche extrêmement bien et beaucoup mieux que les techniques traditionnelles. Je pourrais expliquer si ça intéresse quelqu'un comment ça fonctionne, mais pour l'instant, on va dire que ça marche. Et grâce à ça, on va obtenir ces cartes de hauteur. Alors, les cartes de hauteur, justement. Donc là, Florent a un peu spoilé tout à l'heure, mais on a donc cette carte de France à 10 mètres de résolution qui montre en gros la hauteur des arbres partout. Donc on a la même chose pour la biomasse ensuite, je ne vais pas expliquer, en gros on a utilisé des allométriques liées aux feuilles conifères qui relient la hauteur et la biomasse, et à la fin on a une carte de biomasse de la même façon. Donc là quand c'est plus jaune, ça veut dire que c'est plus haut, donc on voit, voilà, ici c'est plus jaune et un peu là, voilà. Et puis si on zoome, là par exemple c'est dans le Morvan à côté de Carré-les-Tombes, je ne sais pas s'il y a des Morvandiaux dans le coin. Et ben, si on regarde la correspondance en carte de hauteur, on a quelque chose comme ça. Donc ça nous donne ici, par exemple, là on a une forêt qui est très haute, parce que c'est très jaune, qui correspond à cet endroit-là. Et donc ça c'est ce que le modèle permet d'obtenir à partir des données qu'on lui a données avant. Alors, si on reprend cet exemple-là, la forêt de Crécy, je disais tout à l'heure de combler les trous, et ben voilà, c'est ce qu'on obtient avec le modèle. Et donc, on voit vraiment chaque parcelle individuelle de forêt, et on voit très bien qu'à côté de parcelles très hautes, donc très jaunes ici, il y a des parcelles très basses avec des arbres qui ont été probablement coupés, puis remplacés juste avant. Et donc, ça donne une indication à un instant T, donc c'est l'année 2020 en fait, hein, pas 2019, mais ça ne change pas grand-chose. Ça donne une indication à un instant T de l'état des forêts, et donc avec ça, on peut avoir plein d'informations sur les stocks de carbone dans les forêts, là, pour le coup, en France. Alors voilà, si on reprend la photo que j'ai prise tout à l'heure, qu'on regarde la correspondance dans la carte, on voit bien cette zone-là, hein, qui est bien délimitée, effectivement comme ici. On voit cette zone-là aussi qui correspond. Alors là, vous voyez sûrement pas très bien parce que on est un peu loin. Et puis là aussi, cette zone-là. Et puis on voit même que là, il y a un petit trou qui se voit un petit peu ici. C'est un peu moins jaune. Voilà. Et puis toujours la même image depuis tout à l'heure. Voilà, là, c'est la carte de hauteur. Et puis, comme je disais, la biomasse. Ça, c'est la carte de biomasse qui correspond. Puis là, c'est les échelles de couleurs. Et ce qu'on voit, c'est que la résolution est un peu moins bonne pour la carte de biomasse parce que la façon dont on a fait la correspondance pour les équations allométriques ne nous permettait pas d'avoir une résolution aussi élevée, mais ça permet quand même de faire des évaluations assez précises des stocks de carbone. Voilà. Alors, si on compare, parce que quand même, on fait de la recherche, on essaie de comparer à des données terrain pour savoir si c'est du n'importe quoi ce qu'on a fait ou pas. Et en fait, c'est pas du n'importe quoi. Si on compare aux données de l'inventaire forestier, donc on a ce que je disais tout à l'heure, les personnes qui vont sur le terrain pour mesurer la hauteur des arbres, en gros. Là, en abscisse, on a la hauteur de l'inventaire forestier. Et puis là, en ordonnée, on a la hauteur de la carte au même endroit. Et puis, en fait, on a une correspondance vraiment très bonne. Alors, je ne sais pas si vous... Voilà, c'est très bon par rapport à ce qui se faisait avant. Il y a encore une marge d'amélioration, hein, on n'a pas une droite parfaite, et puis il y a des points qui ne sont pas tout à fait sur la droite x égale y, mais c'est des très bons résultats. Et puis quand on regarde par rapport à la biomasse, par rapport à un autre réseau, le réseau Rennes-Ecofort de l'ONF, on voit que ça marche aussi, puis qu'il y a aussi des points où ça ne marche pas, et ça vient aussi du fait, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, que la conversion hauteur-biomasse n'est pas si évidente que ça. Et donc, il y a encore des perspectives d'amélioration pour ce type d'approche. Alors, quelques applications. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, justement, pour suivre l'évolution des forêts ? La première chose que je n'ai pas dit là tout à l'heure, c'est la carte de 2019. En fait, on a un peu amélioré le modèle. Maintenant, on a une carte par année. Depuis 2018,
Et donc, si on regarde, donc là, c'est un endroit dans les Landes. Puis là, c'est une petite animation qui montre l'évolution, année après année, de la hauteur des arbres. Donc, je rappelle, quand c'est plus clair, ça veut dire que les arbres sont plus hauts. Et quand c'est plus foncé, ça veut dire que les arbres sont plus bas ou qu'il n'y a pas d'arbres du tout. Donc, si on s'intéresse, par exemple, à cet endroit-là, on voit qu'année après année, alors je ne sais pas si vous voyez bien de là où vous êtes, mais c'est de plus en plus violet, enfin un peu plus clair, et on voit se dessiner un début de forêt qui est en train de pousser, en fait. Puis par contre, maintenant, si on regarde cet endroit-là, on voit qu'en 2023, tout à coup, il y a une disparition de la forêt. Totalement, hop, là. Et donc en fait, si on regarde la différence entre les 2 années, entre 2018 et 2023, ce qui est en rouge, c'est quand il y a eu une perte d'arbres, une perte de hauteur, et en vert, c'est quand ça a grandi. Et on voit que toutes les forêts autour ont bien grandi en quelques années, alors qu'en 2023, il y a eu une coupe, et donc on voit très bien les coupes des forêts. Voilà, on voit très bien quand ça a été coupé là et là. Ça, c'est la première application pour le suivi des changements. Et alors, on peut faire un petit exemple un peu moins visuel, un peu plus quantifié. Dans la forêt des Landes, par exemple, là, je prends toujours l'exemple de la forêt des Landes parce que ça marche assez bien. Il y a des endroits où ça ne marche pas très bien parce que les arbres aussi poussent moins vite. Dans les Landes, on arrive à capter vraiment des changements de hauteur année après année. Et donc si on prend ça s'appelle un scatter plot. En abscisse, on va mettre la hauteur des pixels qu'on a dans les Landes, c'est une carte avec des pixels, en 2018. Puis en ordonnée, on va mettre la hauteur qu'on a en 2023, pour chacun des pixels qu'on a sur toute la forêt des Landes. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, là, on a plein de pixels qui sont tout plats ici. Donc en fait, ça correspond à tous les endroits où les arbres ont été coupés. S'il y a eu une coupe, en 2018, les arbres, par exemple, ils font 20 mètres en 2018, mais ils font 0 ou presque 0 le 0 n'est pas tout à fait au bon endroit, mais disons que ça fait 0 en 2023, ça veut dire qu'il y a eu une coupe des arbres à ce moment-là. Donc ça, on va les enlever, on ne regarde pas ça, parce que nous, on s'intéresse à la croissance, là, à ce moment-là. Ensuite, on peut un peu changer ce scatter plot et le mettre avec une fonction de densité qui montre là où il y a le plus de points, donc on voit que la plupart des points sont là. Puis si on fait la moyenne de tous ces points par classe de hauteur, on peut faire une sorte de courbe comme ça. Et en fait, cette courbe, elle nous montre la croissance des arbres entre 2018 et 2023. Donc on peut la reporter, on peut, disons, mettre ça à plat. Et puis là, on a la différence de hauteur entre l'année, ici 2023, et l'année 2018. Là, c'est des mètres. Et puis on a ça, et en fait, on peut le faire pour chaque année, entre 2018 et 2023. Et en fait, ça nous permet de voir la croissance des arbres par classe de hauteur dans les Landes sur ces années. Donc, par exemple, on voit qu'en moyenne, les arbres qui étaient à 10 mètres de hauteur en 2018, en 2019, ils étaient à 10,5 mètres. Ils avaient 0,5 mètres en plus. Par contre, en 2023, ils étaient à 3 mètres plus haut. Ce qui correspond à peu près à la vitesse de pousse du pin des Landes à ce moment-là. Donc on retombe sur nos pattes, ça marche bien. On arrive à voir avec les données satellites des choses qui sont des très fins accroissements, alors que c'est très difficile à capturer normalement. Voilà, alors petit quiz, mais Florent a déjà montré tout à l'heure. Quel est cet endroit et qu'est-ce qu'on voit ici? Je ne sais pas si quelqu'un a retenu, si quelqu'un... C'est le feu de la Thèse de Buch dans les Landes avec la dune du Pilat qui est ici. Alors là, elle est en noir parce qu'il n'y a pas d'arbre sur la dune du Pilat. Et puis en fait, c'est marrant parce qu'on voit année après année comment... donc là, le feu, c'était en 2022, ça c'est avant le feu. Ça, c'est 1 an après le feu, ça c'est 2 ans après le feu. Et en fait, on voit qu'1 an après le feu, il reste encore des endroits où il y a des arbres qui sont hauts parce qu'en fait, ils sont morts, mais ils sont encore là. Et donc la carte les détecte comme ça. Puis après, on les a coupés parce qu'on voulait sauver le bois pour sa valeur économique et aussi peut-être pour des raisons sanitaires, de sécurité exactement. Et donc voilà, grâce à ce type d'approche, on peut avoir des données comme ça. Et là, on peut faire plein d'analyses intéressantes sur les feux grâce à ce type d'approche. Un autre exemple, mais ça, finalement, Florent en a déjà parlé, c'est la détection de toute la biomasse des feux enfin les time series de biomasse comme ça, je ne vais pas en parler, je ne vais pas refaire l'exposé d'avant. Et donc, oui, on pourrait essayer de voir un peu plus grand. Et en fait, moi, pendant ma thèse, j'ai collaboré avec une entreprise qui s'appelle Keros, qui s'occupe en gros de satellites, qui sont experts en satellites et qui font du suivi de projets de conservation dans les forêts tropicales. Et ils ont appliqué ces modèles
aux forêts tropicales. Donc là, on a une forêt, une carte de hauteur dans le bassin du Congo. Moi, je trouve ça très, très beau à voir. En fait, on voit toutes les hauteurs des arbres. Et donc, en fait, on voit que le long des fleuves, les arbres sont moins hauts, alors que là, il y a vraiment une zone avec des arbres beaucoup plus hauts. Et donc ça permet d'avoir des applications intéressantes de ce type d'approche. Et puis, donc là, là, c'est des données de validation. On voit que ça marche, mais voilà, ça marche moins bien qu'en France parce que aussi les arbres sont... Enfin, c'est plus complexe, les forêts tropicales en général. Et puis, moi, j'ai aussi collaboré avec des personnes qui sont à l'université de Münster, qui ont en fait essayé d'appliquer ça à l'échelle globale. Et pour l'instant, ça marche assez bien. On a une carte comme ça mondiale. Il y a encore plein de travail à faire dessus. Mais si on regarde sur cette carte la forêt que je vous ai déjà montré plusieurs fois, la forêt de Crécy, ça a vraiment une tête très similaire à ce que moi j'avais fait sur la France. Donc apparemment, c'est des méthodes qui peuvent s'appliquer à de très grandes échelles et qui sont assez prometteuses. Voilà, donc là, j'ai fini pour la partie de un peu ce qui me concernait, etc. Mais je voulais vous montrer en plus d'autres applications intéressantes qu'on peut avoir avec des données satellites pour le stock de carbone dans les forêts, de collègues qui ont travaillé là-dessus et qui, moi, je trouve, sont assez intéressantes. Donc notamment, si on prend... alors, ça, c'est si en fait on prend des cartes historiques de perturbation des hauteurs. Donc, ça, c'est une carte qui vient d'un Senfenseidel, qui a été une carte assez connue en fait, dans ce monde de la télédétection des forêts, qui montre en fait les perturbations et quand est-ce qu'elles ont eu lieu. Et donc là, en fait, la couleur correspond à l'année de dernière perturbation. C'est un peu ce qu'a montré Florent tout à l'heure pour les incendies. Si on couple ça avec les cartes que je vous ai montrées avant de biomasse, on peut avoir des sortes de courbes comme ça de croissance et de recovery, récupération qui permettent d'avoir des informations sur la croissance des forêts comme ça et avoir une idée du potentiel de séquestration carbone de différents types d'arbres. Donc ça, c'est une première chose. Autre chose que je voulais vous montrer sur la très haute résolution, encore plus haute que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est un papier qui est sorti dans Nature, qui a fait la couverture de Nature, dont je ne suis pas co-auteur malheureusement. Mais mon directeur Philippe, s'il avait été là, aurait pu vous en parler, il est co-auteur de ce papier. Et l'intérêt de ce papier, c'est d'avoir regardé en fait au Sahel, donc dans toute la partie de l'Afrique qui n'est pas tropicale, tous les arbres qui sont individuels et qui ne sont pas dans des forêts. Et estimer le potentiel de séquestration carbone de ces arbres, qui est considéré comme zéro jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas de méthode pour... Enfin, on disait juste qu'il n'y a pas d'arbres ici. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé arbre par arbre, avec des données de très haute résolution, dans cette zone-là en Afrique. Donc si on regarde ici, donc là, en haut, c'est en gros les stocks de carbone, plus c'est jaune, plus il y a des stocks de carbone. Et là, c'est un zoom, et donc tous les petits points là qu'on voit de couleur, ça correspond en fait à des arbres qu'ils ont délimités. Et en fonction de la taille de la couronne de l'arbre, ils ont associé un stock de carbone avec des équations allométriques qu'ils ont calibrées sur des données de terrain. Et donc, en fait, ils ont compté, en gros, tous les arbres dans cette zone-là de l'Afrique pour évaluer un stock de carbone qui était un peu insoupçonné dans cette région. Donc, dans la même veine, c'est toujours la même équipe. Ils ont fait ça au Rwanda. Donc, en fait, au Rwanda, ils ont compté absolument tous les arbres du Rwanda, que ce soit dans les forêts ou pas dans les forêts. Partout, là, vous avez... donc là, c'est dans une forêt, puis là, c'est pas dans une forêt. Là, c'est en ville, en fait. Et vous avez à chaque fois la masse carbone de chaque arbre au Rwanda qui a été compté. Et ils ont regardé ça avec les autorités forestières au Rwanda pour un peu intégrer ça dans leur système national. Et donc, ils ont des informations très intéressantes au Rwanda sur leur forêt. Et ils ont aussi des évaluations dans les zones qui étaient dégradées où il n'y avait plus de forêt. Ils ont comme ça, chaque point jaune là, c'est un arbre en gros. Puis on voit des phénomènes de repousse dans des zones où ils ont fait des protections pour pas qu'il y ait de déboisement et tout. Et donc c'est assez positif, on voit ces reconquêtes de la forêt dans ces zones-là. Alors, toujours dans cette même veine de haute résolution, une autre étude qui est très intéressante, et puis c'est la dernière. Ils ont travaillé en Inde sur les arbres d'agroforesterie, donc c'est les arbres qui sont au milieu des champs, qui ont disparu en fait en 10 ans, en regardant des données comme ça, très haute résolution de 2010 et 2021. Donc là, vous voyez en bas, c'est une image de 2010,
Alors les couleurs, c'est pas les couleurs réelles, c'est des couleurs avec de l'infrarouge, etc. Mais en fait, on voit bien chaque petit arbre. Et puis à droite, c'est le même endroit avec une autre image plus récente. Et en fait, on voit que cet arbre-là, il est encore là, mais la plupart des autres ont disparu. Et en fait, ça montre le fait que les nouvelles pratiques agricoles en Inde vont juste raser les arbres pour... voilà, tous les points rouges, là, c'est des arbres qui ont disparu. Et puis là, c'est toute l'Inde, et là, tous les endroits qui sont plus jaunes, c'est les endroits où jusqu'à 40% des arbres ont disparu dans la zone. Ça, c'est un petit peu alarmant comme signal, parce que c'est des pertes de carbone insoupçonnées. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des gains de carbone en Afrique qui étaient un peu insoupçonnés. Là, il y a un peu des pertes qui sont insoupçonnées aussi en Inde, qui sont liées à des pratiques agricoles différentes qui évoluent, des personnes qui coupent le bois pour se chauffer et qui ne sont pas du tout suivies dans un cadre de gestion forestière quelconque. Enfin, c'est vraiment... il n'y a pas trop de cadre par rapport à ça. Merci de m'avoir écouté, et puis si vous avez des questions... Je propose que Florent nous rejoigne, comme ça on va prendre les questions pour les deux exposés, et on a une minute, un quart d'heure si vous le souhaitez. Oui, merci, passionné par l'information apportée. Une réponse à ma première question. Donc, ça permet déjà... Alors, on n'entend pas ici. Pardon. Merci. Donc, la première question, mais la réponse a déjà été donnée. Ces systèmes aujourd'hui, avec la résolution donnée, permettent de suivre des haies d'agroforesterie. Oui, concrètement, oui. Deuxièmement, avec quel taux de précision, et est-ce qu'on peut aller jusqu'à de la certification satellitaire, notamment par rapport à ce qui était en train de se mettre en place, réglementation européenne, etc. Et je crois qu'il y a une des équipes de l'INRAE à Toulouse qui travaille aussi là-dessus en même temps que l'équipe de CIE. C'est possible. Alors, je sais pas exactement qui travaille là-dessus exactement. Enfin, j'ai des idées, mais je ne veux pas dire de bêtises. Par rapport à la précision, aujourd'hui, on a une très bonne précision avec les images satellites pour, en tout cas, avoir les contours, comme j'ai montré juste avant. Hein, on peut avoir des choses où on peut vraiment, vous imaginez que là, qu'il y ait une haie ici, on peut avoir le contour de la haie sans problème. La question, c'est le stock de carbone dans cette haie. Comment est-ce qu'on l'obtient ? Et là, c'est plus compliqué parce que si on n'a pas les essences des arbres, enfin, il nous manque pas mal d'informations. Ce qu'ils ont fait, quand je disais le stock de carbone, par exemple, avant au Sahel, ici, avec des images très très haute résolution, c'est relier la taille de la couronne de l'arbre avec son stock de carbone. C'est une approche qui est discutable, qui marche assez bien par rapport aux données terrain, mais pour une haie, c'est quoi la taille de la couronne d'une haie ? Enfin, il y a plein de... Si on connaît les espèces qui se succèdent sur une haie, on va pouvoir y arriver. Oui, mais si on connaît les espèces, c'est qu'on est allé sur la haie et... C'est pour les implanter, par exemple. Ah oui, on pourrait suivre, par exemple, ça. D'accord. Effectivement. Par contre, pour savoir si ce serait possible de l'inclure dans un cadre de certification au niveau européen, etc., je pense qu'un jour ce sera possible, et c'est un peu l'idée aussi de faire ce genre d'études. Pour l'instant, c'est un peu un stade de... On découvre des choses, on voit ce qu'on arrive à faire. C'est difficile de dire j'ai la meilleure méthode qui va marcher et qu'on va certifier, parce que quelqu'un d'autre va peut-être sortir une autre méthode qui va tout chambouler. Et c'est très compliqué, je pense, d'arriver à un moment où on implémente ça de façon légale. Voilà, je pense que c'est ma réponse pour l'instant. Je pense que... Il y a des actes délégués qui sont en cours d'élaboration à Bruxelles. Est-ce que ça fait partie des gens qui discutent dans ces comités de préparation des actes délégués? Je ne saurais pas répondre à cette question. Okay, honnêtement, je ne sais pas. Alors, il y a deux questions, là et là. Alors, on va commencer par Sébastien, ce coup-ci. Jean-Paul. Alors, ma question est un peu simple en pratique. Vous avez dit que vous aviez accès à des données satellites. En fait, beaucoup de gens ont accès à des données satellites. Et finalement, moi, dans mon travail, on a accès aux mêmes données satellites que vous pour d'autres aspects du travail. Est-ce que vous avez des moyens de partager les données satellites ou est-ce que vous les achetez? Par exemple, avec l'Organisation mondiale de la météorologie, est-ce que vous partagez vos données ou est-ce que vous achetez vous-même vos données et ainsi de suite? Alors,
là, moi, dans ce que j'ai montré sur mon travail à moi, donc avant cette partie-là, c'est que des données qui sont gratuites et en libre accès pour tout le monde, qui sont téléchargeables sur le site de l'Agence spatiale européenne ou de la NASA. Il suffit de se créer un compte, il n'y a pas besoin d'être chercheur, quoi que ce soit, n'importe qui peut les télécharger. Pour les données à plus haute résolution, notamment par exemple les données PlanetScope qui ont servi à faire cette étude, je ne suis pas sûr que c'était PlanetScope, mais en gros, pour ce type de données, c'est plus compliqué. Les données, donc il y a des satellites qui s'appellent PlanetScope qui ont des données très chères et payantes, mais pour la recherche, ils ont des conventions avec certaines personnes, notamment avec un des co-auteurs de cet article, où ils ont accès gratuitement à toutes les données, si c'est uniquement pour la recherche. Donc ça peut être partagé que dans un cadre de recherche et pas pour une entreprise. Mais nous, on n'achète aucune donnée. Enfin, on essaie d'avoir les données gratuites. En fait, simplement, on n'a pas les budgets dans la recherche pour acheter des données satellites. C'est beaucoup trop cher, ou alors ça pourrait vraiment être pour une toute petite zone, mais les coûts sont très très élevés. Et par exemple, si vous allez sur Google Maps, tout le monde est déjà allé sur Google Maps un jour, vous mettez la vue satellite, vous avez des choses à très très haute résolution. Alors le taux de revisite temporelle n'est pas forcément top, mais vous pouvez zoomer vraiment énormément. C'est des images qui appartiennent souvent à une entreprise qui s'appelle Maxar, qui est plus ou moins affiliée à Airbus, qui ont ces données-là, qui les vendent très très cher à Google et à Facebook aussi, et à plein de grosses entreprises. Mais nous, on n'a pas accès à ces données-là. On peut faire des captures d'écran sur Google Maps, mais ça ne permet pas de faire des analyses très fines. On n'a pas la donnée à haute résolution comme ça. Et ça, voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond à la question, merci. Voilà. Oui, en fait, déjà merci pour ces deux exposés, vraiment très intéressants. Alors, c'est une question qui s'adresse à Martin, qui est peut-être un peu technique, hein, parce que vous parlez de mesure de hauteur de l'arbre. Bon, on a bien compris le principe, mais il me semble que pour pouvoir mesurer la hauteur d'un arbre, il faut savoir à quelle altitude il est planté. Alors, est-ce que la mesure de l'altitude est faite à partir du satellite, ou est-ce qu'elle se déduit de cartes topographiques? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, par exemple, est-ce que vous avez fait, par exemple, pardon, sur la France, quelques parcelles, quelque part, où vous avez fait une calibration, c'est-à-dire avoir des mesures, je dirais, in situ de la biomasse, et voir si, avec votre modèle, vous êtes à X% de la valeur mesurée. Alors, pour la question 1, il n'y a pas besoin de carte topographique, parce qu'en fait, ce qui nous donne les mesures de hauteur pour entraîner le modèle, c'est, je vais le remontrer ici, c'est indépendant de l'altitude. C'est-à-dire que, je reprends cette slide-là, quand on a les mesures de hauteur qui sont faites à partir de Jedi, en fait, le satellite va récupérer cette forme d'onde-là, qui correspond au retour des photons quand ils ont touché, donc les photons, la lumière quand elle a touché le haut de l'arbre, et puis le retour de la lumière quand elle a touché le sol. Donc c'est juste une différence de hauteur entre le haut de l'arbre et le sol. Il peut être planté à 1000 mètres d'altitude ou même enfin pas sous la mer, mais disons à 0 mètre d'altitude. C'est une différence, donc en fait ça ne change rien pour la mesure de la hauteur. Pour la seconde question, oui, en fait, quand on passe de la hauteur à la biomasse, en fait, c'est calibré sur des parcelles d'inventaire forestier. C'est pour ça que dans la validation ici, j'ai pas montré, quand j'ai montré les données de validation, là, j'ai pas montré la comparaison pour la biomasse avec les plots de l'inventaire forestier national. J'ai montré avec ceux du réseau Rennes-Ecofort. Parce qu'en fait, pour passer à la biomasse, on utilise justement, donc ce serait un peu circulaire, on utilise les données de l'inventaire forestier national. Donc on prend la carte de hauteur. J'ai une slide qui explique un petit peu ça, qui est cachée. J'avais prévu le coup. Oui, mais je les ai faites pour ma thèse. Voilà. Donc l'idée de comment est-ce qu'on passe à la biomasse, c'est on prend, donc ça c'est les hauteurs de la carte de hauteur, et puis la biomasse qui vient de l'inventaire forestier partout en France. On fait ça, on observe une relation pour les conifères, et puis on en déduit une équation qui relie la hauteur à la biomasse pour les conifères. Ensuite, on fait la même chose pour les feuillus, une équation pour les feuillus. Ensuite, on utilise une carte avec les conifères et avec les feuillus. On applique là où il y a les conifères l'équation des conifères, et puis là où il y a les feuillus, on applique l'équation des feuillus. Et là,
Donc on applique ça à la carte de hauteur. Et là, on a la carte de biomasse, qui ont des petits noms un peu barbares comme ça, forms H. Mais donc c'est comme ça. Donc c'est calibré en fait sur les données d'inventaire, ce passage à la biomasse. C'était ça votre question? Plus ou moins? Entre les données terrestres et les données satellitaires, est-ce qu'il y a encore une place pour les données aériennes? Est-ce que c'est encore pertinent? Ou est-ce que ça pourrait être complémentaire au niveau régional? Bah, les données aériennes, c'est des données satellitaires, mais avec une beaucoup plus grande précision en fait. C'est-à-dire que, mais oui, il y a une place tout à fait. Pas dans ce que j'ai montré, c'est pas forcément évident, mais on peut mettre des lidars comme Jedi, mais dans un avion, et avoir une représentation en 3D de la forêt, mais à une résolution incroyable qu'on n'aura jamais par satellite. Parce que si on arrive à mettre un capteur très précis dans un satellite, si on le met dans un avion ou dans un drone qui est plus proche de la forêt, en gros, ça va être encore mieux. Donc il y aura toujours un gap énorme entre ce qui vient d'un avion ou enfin, quelque chose d'aérien et quelque chose qui vient d'un satellite. On pourra toujours faire mieux. Ça peut être complémentaire au niveau, par exemple, de la validation d'une méthode entre la donnée du satellite et la vérification d'une personne près de l'arbre. Ça peut être une méthode intermédiaire de validation. Tout à fait. Mais d'ailleurs, je n'ai pas montré cette slide et je ne l'ai pas mise dans les slides cachés, mais à l'origine, il y avait une validation aussi de la carte avec des données aériennes, justement. On comparait la hauteur des arbres en données aériennes et avec la carte pour voir si ça correspondait bien ou pas. Et ça donne à peu près les mêmes résultats que les données d'inventaire, donc ça marche assez bien. Oui, moi, oui. Attends, Au secours, des questions partout. la question partout. Alors, qui veut Est-ce poser? que vous avez recoupé les deux approches pour le stock de carbone sur une zone sur laquelle vous aviez peut-être fait votre calcul avant qu'elle brûle, et puis sur la même zone une fois qu'elle a brûlé? Est-ce qu'il y a eu un recoupe pour voir un peu si le modèle de calcul de carbone rejeté se recoupait avec ce que vous avez vous calculé avant que ça brûle? Bah, ton modèle, il utilise la carte. Je sais pas. Et j'essaie de... le modèle utilise ces cartes-là, mais du coup, dans sa validation, il doit avoir des points... il doit avoir des points qui ont brûlé il y a 30 ans, enfin dans sa courbe de validation, là, hauteur observée, hauteur Jedi, il y a des points qui ont brûlé il y a une trentaine d'années, où ça fait partie du nuage de points, mais on n'a pas regardé spécifiquement sur ce nuage de points si le modèle qu'on avait fait de reconstitution de la biomasse, non, on n'a pas comparé deux. Donc ça pourrait être intéressant de regarder, effectivement. Alors moi j'ai une question pour Florent, parce que je ne suis pas bien sûr d'avoir compris, c'est contre-intuitif. Au bout de 3 jours, là, on a les neurones qui saturent un petit peu. Mais un peu vite. si j'ai compris quand même ce que ton exposé, c'est que l'enjeu carbone, il est beaucoup plus sur le nord de la France que sur le sud, finalement, ce qui est contre-intuitif par rapport à ce que... Ouais, alors, oui, non, c'est ça le message que je voulais faire passer, c'est-à-dire qu'on s'intéresse principalement à la zone méditerranéenne qui brûle le plus, donc effectivement, il y a un intérêt à se focaliser là-dessus. La forêt du Nord ne brûle pas beaucoup dans les dernières décennies. Avec les changements climatiques, ça risque de plus monter vers le nord que de s'intensifier en Méditerranée. Et pour une augmentation admettons, de 10% de la surface brûlée avec un shift, enfin une dérivation vers le nord, l'impact carbone sera beaucoup plus important que 10% de plus dans les forêts méditerranéennes. Voilà, c'est ça la différence. Entre 10% de plus de surface brûlée sur la forêt méditerranéenne ou 10% où ça reste pareil en forêt méditerranéenne, mais tous ces feux vont passer sur le nord, l'impact carbone sera beaucoup plus important. Pas grand monde à ça en tête. Ben si, ça commence à rentrer... Les chercheurs. Enfin non, je pense que le message passe auprès des services de prévention et de... Alors on avait... Oui. André-Jean. Du coup, récupération comparée entre après un incendie ou après une coupe rase. Est-ce que ça a été regardé? Non, du coup, nous on a éliminé tout ce qui était coupe, mais je pense que ce qu'a présenté Martin, le travail d'Agnès Pellissier, je pense qu'il y a une diapo là, de récupération. Ouais. Il faudrait que je lui demande, je ne sais pas si elle a regardé, je pense qu'elle l'a différencié en fonction de si c'est un incendie ou pas. Parce
Est-ce qu'on peut aller plus vite là? Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est la récupération après une perturbation. Une perturbation. Je sais pas, il faudrait que je lui demande en fait si... C'est un incendie ou bien une... Oui. Voilà. La En fait- carte de Sendesidel, je crois que c'est toute perturbation confondue. Alors maintenant, ils ont une nouvelle carte d'attribution Voilà. où ils disent si c'est un incendie, si Ok. c'est une coupe, c'est une attaque d'insectes, etc. Donc ça donne, on peut raffiner en fonction de la perturbation et avoir des choses assez différentes. Ça serait intéressant de savoir parce que si Ouais, l'aventure c'est proche, ça vaut le coup de couper le plus vite possible. Mm. Avant Oui. que le risque d'incendie se manifeste. Après, il y a quand même la récupération post-perturbation, que ce soit incendie ou même une coupe, elle dépend aussi beaucoup des pratiques locales forestières. C'est-à-dire Oui, que bien sûr. si on replante Semis ou planter, voilà, ça va pas faire c'est pas la même chose que régénération naturelle. Donc il faudrait avoir une carte aussi qui donne ça, et je suis pas sûr que ça existe à grande échelle, en tout cas Ça vaut pour le coup de moment. regarder, c'est ça. Ouais, bien sûr. Alors, il nous reste une ou deux questions. Sébastien en a pris une. Denis et Jean-Paul. Et on en restera là. Alors, moi, j'ai une petite question toute simple. On a vu que pour les incendies, on avait pris des mesures sur des tours spécialisées. Pourquoi ne pas avoir fait passer des drones avec des capteurs dans les plumes d'incendie? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on... Alors, les drones, alors déjà, les drones, il faut être préparé. Dès qu'il y a un feu, il faut réagir dans la demi-journée. Ça a été possible, donc ce que j'ai Tu veux remettre cité, les là, slides, les collègues hollandais, c'est ce qu'ils ont fait dans les tropiques, où ils savent que quasiment à cette période-là, tous les jours, il y a un feu qui va partir. Ils ont pu être réactifs et avoir ces drones dans les nuages de fumée. Là, je suis en train de discuter. J'étais en train de Si tu veux mettre tes discuter. slides quelque part. Ouais. Non, c'est pas obligé. Je suppose, ouais. Là, ce que j'étais en train de discuter, justement, je me suis posé la question si on pouvait le faire en Europe. En fait, il y a interdiction de vol pendant l'incendie à cause des canadaires qui passent. Donc, on va essayer de le faire l'hiver prochain sur les feux prescrits. Feux prescrits, c'est les feux de février-mars. Où les pompiers sont là et mettent le feu intentionnellement dans des conditions les plus safe possibles pour pas que ça se propage. Et donc on aura ce nuage de fumée, on pourra essayer de faire passer des drones. Il n'y a pas de canadair et tout ça. Voilà. Donc pour l'instant en France c'est la seule fenêtre possible. Alors je m'étais commencé à me renseigner de faire voler des drones, mais genre loin de l'espace aérien d'intervention du canadair. C'est peut-être possible, mais bon, pour l'instant c'est compliqué. Voilà. D'où le travail pour l'instant qui a été fait uniquement sur les forêts de savane où voilà, la régulation est un peu floue et il n'y a pas de canadair de toute façon, donc ça passe. Mais ça, c'est ce qu'il faudra faire. J'avais une question, c'est peut-être un peu analogue. Les collectivités locales, elles font des campagnes de mise à jour topographique avec des lidars pour les SCOT et les PLU. Vous savez ce que c'est, les SCOT et les PLU? Moi, je passe. Pour les PLU, plans de corderie certifiés, plan la de- CRS, positionner tous les réseaux à 10 cm près au sol, les systèmes d'information géographique, enfin j'en passe. Et pour ça, ils utilisent des avions. Bon, les drones ils n'arrivent pas à porter toute la ferraille, enfin les capteurs qu'il faut emporter. Pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas avec ces gens-là? C'est des cartes en général qui se font à l'échelle départementale, avec un seul, disons, un passage d'avion qui va scanner tout le département. Et on fait ça tous les 5 ans environ. Et vous pourriez rajouter vos capteurs dessus et avoir des vues sans doute donc plus précises que les satellites. Puis en se débrouillant bien, vous pourriez, en disant que la forêt, vous n'avez pas d'argent, ce serait les collectivités locales. Non mais enfin, c'est effectivement une idée intéressante. Je ne sais pas du tout à quel point c'est possible de rajouter par exemple un capteur comme ça sur un avion comme... C'est pareil que les capteurs sur satellite. Oh oui, mais c'est... Un avion ou dessous, ou sous les ailes. J'imagine que ça doit être possible. Pourquoi on le fait pas je sais pas si on a déjà essayé. Moi j'avoue que je n'ai pas... je m'y suis jamais intéressé, mais j'émettrai l'idée auprès de Philippe qui saura mieux me répondre par rapport à ça. Et peut-être qu'il a déjà essayé ou peut-être qu'on n'y a jamais pensé. Mais effectivement, il y a énormément en fait, de jeux de données qui sont très intéressantes pour le suivi des forêts, qui sont acquises dans diverses conditions, notamment pour des usages spécifiques et qui pourraient être utilisées pour autre chose ensuite.
Oui, peut-être on manque un peu de passerelle entre les différents domaines, on va dire, pour avoir accès à des données. Non, mais c'est une bonne idée. Je retiens et je demanderai. Ouais. Alors j'avais Jean-Paul, mais pour finir, sinon on va... Ou si c'est très court éventuellement. Et Jean-Paul, vas-y. La question concerne les incendies de sol. Bon, effectivement, de temps en temps, on entend parler, et on a compris que ça posait des gros problèmes aux pompiers pour les étages. Mais au-delà de ça, dans la mesure où le ratio CO sur CO2 augmente, il y a plus de CO, est-ce que ça va jusqu'à poser des problèmes de risque pour les intervenants? Les pompiers au sol? Les pompiers au sol? Non, en fait, c'est quand même des grands incendies les émissions de gaz vont dans l'atmosphère assez haut, ce pas des gaz qui restent au sol, et les concentrations, somme toute, restent pas nocives, on va dire, au point de... Et de toute façon, les pompiers sont protégés, c'est aussi nocif que les autres trucs. Ouais. Donc non, que ce soit CO2 ou CO, il n'y a pas d'impact plus important sur les pompiers à ma connaissance.